par la couleur de l'eau ici, qui est d'un bleu incroyable, avec la couleur du sable aussi, qui est d'un blanc incroyable. Alors dans quelques heures, je vais me retrouver dans un environnement beaucoup plus calme, parce que je vais quitter Issam Moukhalès pour prendre la direction des Bermudes. Je ne sais pas si je le prends une seule fois, peut-être qu'en fonction de la météo, je devrais m'arrêter en Floride. Mais en tout cas, ce petit séjour à Issam Moukhalès aurait été bien agréable. C'est parti maintenant. Il y a quand même un côté paradoxal de quitter un endroit comme Issam Moukhalès pour se retrouver quelques heures après en pleine mer, entouré uniquement d'eau et d'air. Et d'avoir le même plaisir à être ici qu'à être là-bas. Alors pas pour les mêmes raisons bien sûr. Ici on va pas me servir d'Aikiri et là-bas j'aurai pas de problème de routage météo, c'est certain. Mais un des plaisirs de la navigation en solo comme ça, c'est cette alternance des moments à terre qui deviennent des moments très sociaux, avec presque ces moments de monotonie en mer, qui d'ailleurs ne devraient pas durer dans les années à venir. Si jusqu'ici la navigation au large c'est synonyme d'être un peu coupé du monde, en mer il n'y a pas de communication. Alors même si moi j'ai un Iridium Go par exemple, je peux envoyer quelques messages, mais c'est assez fastidieux, c'est très lent et ça n'a rien de social en fait. Ça peut être que des messages de service, des messages de routine pour dire tout va bien, je continue à avancer. Mais de plus en plus, avec le développement de Starlink et les offres commerciales qui commencent à naître maintenant. Alors moi j'ai pas testé personnellement, mais j'ai vu des vidéos et j'ai eu des retours d'autres plaisanciers qui sont dithyrambiques sur le sujet. Et il semblerait que l'isolement en mer soit désormais presque une chose du passé, puisqu'ils disaient qu'ils avaient internet sur leur bateau, comme ils l'ont chez eux. Donc ça va permettre d'ouvrir le monde de la plaisance en fait à tout un tas de personnes qui ont du mal à se couper de tout pour aller dans un environnement qui parfois peut devenir hostile. Parce que ce qui fait vraiment la différence entre une navigation hauturière en solo et une navigation classique à la journée, c'est uniquement cette capacité à pouvoir gérer l'isolement, à pouvoir gérer la solitude. C'est pas donné à tout le monde, ça je le reconnais. Et Internet là-dessus aidera énormément puisque à partir du moment où vous avez Internet, vous continuez à avoir accès à tous vos réseaux. Donc il faut reconnaître que sur une navigation de plusieurs semaines, notamment je pense à la navigation du type dans les alizés, une navigation au portant où il ne se passe absolument rien, le bateau avance tout seul, il n'y a aucun réglage à faire pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Si vous regardez une petite vidéo sur Internet, ce ne serait pas de refuge. Alors c'est pas nouveau cette évolution parce que déjà le smartphone avait pas mal révolutionné la façon de communiquer en mer. Et moi je me souviens des premières navigations en équipage, le soir c'était tarot, maintenant tout le monde est sur Insta. Ah, puis ça me donnera l'occasion de changer de format, je vais faire des vidéos sur TikTok quand même. Takeshio qui passe assez près et qui se sente bien sur sa trajectoire d'ailleurs. Il a trouvé un petit contact VHF pour dissiper tout malentendu de route. Depuis environ une heure, la mer s'est beaucoup durcie. Du coup, je suis passé sous trinquette et j'ai pris 2 riz. Non pas que le vent lui soit très fort, il est de l'ordre de 20-22 nœuds. Mais par contre, la mer, elle, est extrêmement agitée parce que je me trouve dans une situation de vent contre courant, ce qui est jamais bon. Le vent est un peu supérieur à ce qui était prévu. J'espère que ça va pas monter parce que ce genre de situation peut mener à des mers très hachées. Du coup, j'ai été obligé de m'attacher. Parce que par 2 fois, il y a une déferlante qui est passée par-dessus. En plus, j'ai tout intérêt à ralentir le bateau. Moins je vais vite, plus je profite du courant et moins je tape dans la mer. C'est une des rares situations où ralentir le bateau est tout bénef.
quitter Isla Mujeres, j'en suis au 2e jour de mer et ma stratégie de jouer avec le Gulf Stream pour passer entre la Floride et Cuba est pour l'instant un peu décevante, je dois avouer. En quittant Isla Mujeres, j'ai pris un cap au nord-est et dès que je suis rentré dans le Gulf Stream, le courant montant m'a fait décrire une espèce de S comme ça. Et arrivé ici, je m'attendais à retomber dans le bras descendant qui me ramenait vers le long de Cuba. Cette traversée-là, c'est très bien faite. Mais par contre, en arrivant dans cette partie ici, je ne l'ai pas ressenti. Je ne l'ai pas interprété comme tel. Je suis remonté bien trop au nord, j'étais dans cette zone là à peu près. Et maintenant, je redescends en espérant retrouver ce flux. Bon, après, c'est pas une science exacte. Et ici, effectivement, il est moins large, donc peut-être qu'il est plus puissant, j'en sais rien. Deuxième chose qui me chiffonne un peu, c'est tablé sur le fait que le vent serait faible. Parce que c'est un vent de face, donc ça va être du près, et du près avec un courant contre-vent. Donc ça peut mener à des mers difficiles, assez cassantes, ce qui est le cas d'ailleurs. Et le vent, pour la journée d'hier, a été beaucoup plus fort que ce qui était prévu, et ça justement, c'était pas prévu. C'était pas prévu, donc il a fallu que je passe sous trinquette, que j'ai pris 2 riz, et je suis resté comme ça toute la nuit et a progressé difficilement. Tout ça dans un environnement peuplé de cargos. En tout cas, faut pas que le vent forcisse, c'est peut-être la première fois que je dis ça depuis que je fais de la voile. Faut pas que le vent forcisse parce que le succès de mon entreprise est basé sur le fait que le vent sera faible. C'est la tombée du jour au 2e jour de navigation après le départ du Mexique et je continue à tirer des bords entre la Floride et Cuba. Mais plus je m'approchais des côtes cubaines, en fait, le ciel est gris. Il est fréquent en fin de journée qu'entre différentes températures, ça déclenche des orages sur les terres. Donc je préfère m'éloigner de la côte. Bon, ça pourrait expliquer de façon très carrée le mécanisme de formation des orages, mais je le sens pas. Alors là, ce qui est bien, c'est que les vagues sont pas orientées dans l'axe du bateau. Je les prends vraiment sur le côté, trois quarts tribord, ce qui fait que le bateau ne tape pas et pas ralenti dans sa progression. Même si le cap n'est pas super, parce que ça me fait remonter vers le nord, alors que l'idéal ce serait d'aller vers l'est. C'est simplement un bord de repositionnement que je ne vais pas avoir à garder très longtemps. Et dans 4 heures, je pense, je vais revirer pour reprendre la direction initiale si je vois que sur la côte ça se passe bien et qu'il n'y a pas d'orage. Je profite de faire mon petit tour de vérification quotidienne pour donner quelques informations. Alors des bonnes nouvelles déjà. Premièrement, les orages que je craignais hier soir n'ont pas eu lieu. Alors il y a bien eu quelques éclairs, mais sur Cuba, sur la côte, et c'était vraiment très sporadique. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé le Gulf Stream. Il est beaucoup plus au nord que ce que je pensais. Je suis re-rentré dedans dans le cours de la nuit. La vitesse a augmenté d'environ 3 nœuds. Maintenant, l'objectif c'est de rester dedans. Pour l'instant, c'est une navigation très calme. La vitesse sur l'eau est à d'à peine plus de 2 nœuds et demi, 3 nœuds. Mais la vitesse fond, elle est de 6 nœuds. Je me dirige à 6 nœuds vers Key West en ce moment. C'est d'ailleurs amusant de voir comment la mer peut être agitée comparativement au vent qu'il y a. Il y a très peu de vent en fait. Avec le courant, ça lève un clapot qui est assez raide en fait. Regerborg, this is sailing vessel Quetzal. Good afternoon. This is Regerborg replying. Okay, switch channel. 08. 08. Sailing boat, Quetzal. Regerborg. Yeah, we are in a collision course. Can you give me your intention, please? You want to starboard to starboard? Starboard, that's okay. Okay. Up to channel 16, thank you. Thank you, have a good watch. Voilà, donc on va se passer tribord.
Ce qui m'arrange parce qu'en fait, j'étais à 40 degrés du vent, il aurait fallu que je vire pour lui passer derrière. Alors voilà, plus d'éviter. Avec le courant, on a des vitesses fondes de l'ordre de 10 nœuds, ce qui est vraiment pas courant pour Quetzal, hein. Alors que la vitesse sur l'eau, elle, n'est que de 6 nœuds et demi. Et la navigation autour de Miami est vraiment pas quelque chose de tranquille, hein. Il est 4 h du matin et c'est actif, hein, dans le coin. Hier soir, quand je suis arrivé dans les eaux américaines, j'ai voulu faire ma déclaration d'arrivée, obtenir la clearance, avec une application qui s'appelle CBP-ROM. C'est une application sur mobile, passe par Internet, et d'ailleurs de plus en plus de pays dans la région passent par des systèmes plus ou moins équivalents, où il faut, avant l'arrivée, se connecter sur Internet, faire une pré-déclaration d'arrivée, à compléter sur place. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir soumis ma demande, l'appli a planté. Je l'ai relancé et à partir du moment où j'ai voulu la relancer, j'arrivais plus à me connecter et j'arrivais plus à récupérer la demande que j'avais faite. Et si j'essayais d'en faire une nouvelle, il me disait qu'il y en avait déjà une en cours. Et donc, au bout d'une heure environ, j'ai reçu un email que ma demande n'ayant pas pu être validée, je n'avais pas le droit d'entrer aux États-Unis, qu'il fallait que je me présente dans ce qu'ils appellent les Port of Entry, ce sont les ports désignés pour l'arrivée des bateaux aux États-Unis, et que je fasse la procédure classique d'entrée et d'immigration. Je me suis dit, pour s'arrêter quelques jours, ça vaut pas le coup, donc j'ai continué. Le vent faiblit, pour changer, je vais envoyer le SPI. Ça y est, le SPI a été mis en place. Et maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer. Donc ce que je vais faire, je vais rouler le génois. De toute façon, elle se réveille facilement au fur et à mesure qu'il s'ouvre. Donc ça m'a permis de gagner un peu plus d'un nœud. Le vent est de l'ordre de 6 à 7 nœuds. Alors moi je sais pas très bien gérer les SPI. J'ai pas les bons repères pour régler au pile poil un SPI. Les repères de réglage en fait ils sont super basiques. C'est que dès que le SPI commence à s'effondrer, je regarde la girouette. Si je suis trop loffé, j'abats. Si je suis trop abattu, je loffe. ça va pas chercher beaucoup plus loin que ça. Le SPI il est énorme, hein, il fait presque 150 mètres carrés. Ça m'a pris 3/4 d'heure à tout mettre en place. Et le SPI est lourd.
c'est calme hein, aujourd'hui. Bon, c'était prévu de toute façon que ça va durer à peu près 2 jours. Des jours comme ça, c'est l'occasion de faire de la maintenance, de réparer ce qui est cassé. Par exemple, hier j'ai une poulie, c'est une des poulies de renvoi des Bastac qui a été ouverte. Des petites choses comme ça, changer. Je vais retendre des drisses, parce que je me suis rendu compte que les drisses de génois et de trinquette étaient un peu molles. Ça c'est la trinquette, elle est pas, j'ai pas encore tendu. Waouh! J'ai repris d'attention sur la drisse de génois, elle est bonne. Par contre la drisse de trinquette, elle, c'est pas bon. Donc je vais dérouler la trinquette et puis la retendre. Alors parmi les différents points à vérifier régulièrement, c'est l'état des transfilages, parce que j'utilise beaucoup de transfilages pour pour placer des poulies de renvoi ou des choses comme ça, et notamment elles ne sont pas trop usées au niveau des points de contact et des points d'attache. Ça c'est la brosse de Alba. À force de frotter ici sur le bord, il se découpe. Donc le recouper et refaire le nœud un peu plus loin de façon à avoir une partie neuve qui frotte ici. Et puis dans quelques mois, il faudra vérifier de nouveau. Je vais remettre en place sur la voile des faveurs, parce que sur 2 lattes, elles ont été arrachées. Celles-là, je les avais remplacées déjà sur le trajet aller. Et c'est sur les 2 lattes du bas qu'elles ont été arrachées. Et je vais les remettre en place parce que c'est bien utile quand même pour vérifier le réglage de la voile. Je me trouve là juste au-dessus du 31e parallèle. Il y a 2 choses notables depuis hier. La première, c'est que la transition jour-nuit, alors du coucher de soleil, devient beaucoup plus longue. On n'est plus dans cette configuration des couchers de soleil et des tombées de nuit très brutales. Au Guatemala, comme dans toute la zone Caraïbe, sous ces latitudes, la nuit se couche très rapidement, le soleil tombe très rapidement, la nuit arrive très vite. Là non, c'est la transition est douce, les soirées sont longues. Et la deuxième chose, c'est la température. Il fait beaucoup moins chaud et l'air a plus cette chaleur étouffante, humide que j'ai eu jusqu'en Floride. Et je dois avouer que c'est quand même reposant, parce que une journée comme aujourd'hui, à rester contemplatif, à regarder la mer sans rien faire, sans bouger, ça aurait été particulièrement difficile dans la moiteur de la chaleur tropicale que j'avais jusqu'ici. Ça c'est ma trajectoire. Ça, cette ligne-là, c'est la projection de ma trajectoire dans 30 minutes. Et cette ligne-là, c'est l'axe du bateau. En fait, donc, je me déplace en crabe, j'avance en crabe comme ça. Je regarde vers le sud, l'avant du bateau est pointé vers le sud. Mais par contre le courant lui me dévie vers le nord et j'ai pas assez de vent pour le contrer. Toute la nuit, il y a eu une super progression comme ça. Le vent est resté entre 25 avec des rafales à 35 nœuds, assez régulier. Les creux maintenant sont passés à environ 2 mètres. La mer est un peu agitée, mais comme je l'ai au large, de grand largue, eh bien ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, c'est même assez plaisant comme navigation. Mais par contre, ça ne va pas durer. Parce que ce que j'ai eu pendant ces 12 dernières heures, je vais avoir exactement la même chose, mais de face, au près, pendant 48 heures, peut-être même encore plus violent. Alors ça me fait moins marrer par contre. Ma situation actuelle, ce sont des vents portants que je prends actuellement grand largue. C'est parfait, ça avance très vite, c'est super. Et voilà maintenant ce qui va me tomber dessus dans les heures à venir. Donc c'est cette espèce de front là qui va arriver par le nord et que je vais me prendre de face. C'est des vents de l'ordre de 25 à 30 nœuds. Alors le problème n'est pas tellement que ce soit d'ailleurs des vents de 25 à 30 nœuds, puisque c'est ce que j'ai actuellement. Mais le problème, c'est que je vais les avoir au près, c'est-à-dire de face. En partant du principe que dans les vents forts, les grippes sont toujours sous-estimées, ça va plus être du 30 que du 25. Rajouter à ça une vitesse induite par le près, ça va me faire du 35 nœuds.
avec des rafales certainement à 40. Enfin bref, c'est pas pour ça que je fais de la voile. Mais il va falloir le faire. Je suis curieux de voir comment ça va se présenter au niveau météorologique, parce que depuis 24 heures, même si le vent est fort, c'est du beau temps. Il y a du soleil, le ciel est clair. Bon, un peu voilé, mais clair. Et devant, c'est dégagé, il n'y a rien qui me fasse penser qu'une dépression puisse arriver. Alors elle arrive plus par là, de ce côté-là. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a déjà des nuages intermédiaires qui se présentent, mais ça n'a pas l'air bien méchant par rapport du moins à ce que moi j'ai l'habitude de connaître. Donc je suis curieux de voir comment ça va se ramener cette affaire, parce que ça arrive assez vite en fait. Maintenant que le vent descend pas en dessous de 30 nœuds, il est toujours entre 30 et 40 nœuds, parfois des rafales à 45. C'est impressionnant comment le bateau tremble, comment il tombe entre les vagues. Pas vraiment de problème si j'avais pas à faire du près dedans, parce que les vagues il y a 3 mètres, c'est extraordinaire, parce que ça fait que 18 heures à peu près que ça a commencé ce vent. 18 heures, les vagues n'ont pas le temps d'atteindre 6 ou 7 mètres, mais le problème c'est que des fois c'est ok. Je suis encore à une centaine de milles des Bermudes, qui semblent en fait jamais se rapprocher. Les prévisions météo sont extrêmement changeantes, et hier soir dans la nuit, je tablais sur le fait que le vent tourne. Donc j'avais pris ce qui aurait dû être une route directe sur les Bermudes, et qui en fait m'amenait beaucoup trop au nord, tout simplement parce que le vent il n'a pas tourné. Donc j'ai carrément arrêté le bateau, je me suis laissé dériver pendant 6 heures cette nuit, en attendant cette saute de vent qui n'est jamais venue. Donc au bout de 6 heures, j'ai remis le bateau, j'ai viré de bord, j'ai remis le bateau en marche, et là je suis en train de retirer un autre bord vers le sud. Je viens de recharger un fichier météo, et donc maintenant il n'est plus question d'une saute de vent aussi marquée. Par contre, il est prévu d'ici 24 heures un nouveau coup de vent avec plus de 30 nœuds centrés en plein sur les Bermudes. En plus, challenge, ça va être d'arriver avant. Alors voilà, ça c'est ma route pendant le coup de vent. Ça c'est le grand bord sur lequel je comptais, qui normalement aurait dû petit à petit s'incurver pour m'amener directement jusqu'aux Bermudes qui sont ici, et qui s'est pas incurvé du tout en fait. Donc au cours de la nuit, c'est là où j'ai arrêté la progression. J'ai mis le bateau, je me suis laissé dériver, et puis au bout de 6 heures, je suis reparti dans l'autre sens, hein, et je vais retirer des bords en espérant arriver assez rapidement aux Bermudes, parce que ce qui m'attend dans 24 heures, c'est un nouveau coup de vent qui va arriver avec des vents à 25-30 nœuds. J'espère qu'à ce moment-là, je serai déjà rentré dans le récif. Quand on pense aux Bermudes, en fait, on ne s'attend pas tout à fait à cette image-là. Donc
Donc là je me dirige vers l'entrée du chenal pour rentrer à l'intérieur du lagon. Me voici arrivé au mouillage de Saint-Georges après un parcours de 2000 milles exactement qui aura duré 14 jours et 14 heures. Les chiffres sont hauts. Ce passage aura été un des plus surprenants aussi bien en termes de navigation que de météo. C'était la première fois que je naviguais avec un courant comme le Gulf Stream. Et en termes de météo, il a été complètement illisible et inattendu du début à la fin. Maintenant, c'est sous le soleil des Bermudes que je vais attendre l'étape suivante qui devrait être les Açores ou bien peut-être directement l'Europe, c'est la météo qui décidera. Allez, je vous laisse contempler le mouillage